Et voilà pourquoi est-ce qu'on finalement, quand je sais pas, on va parler de l'inflation, pourquoi on va pas au marché de Sandy plutôt que d'aller au marché d'Aligre. Enfin, c'est aussi ça finalement, changer cette représentation, c'est par finalement inviter la banlieue quand juste on parle de choses normales et pas l'inviter quand on parle de choses dramatiques. Bienvenue dans Mediarama, le podcast du futur des médias. Je suis François Desfossés et chaque semaine, je rencontre des entrepreneurs, des têtes penseuses et des experts de la galaxie média. Ce podcast est proposé par Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Retrouvez-nous sur cosavostra.com. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Mediarama. J'ai le plaisir de recevoir aujourd'hui la journaliste Sarah Ichou. Sarah, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, tu es journaliste, mais tu es surtout la directrice du média Le Bondy Blog, la rédaction la plus cool de France, je crois, autoproclamée. J'ai vu ça sur ta bio. La rédac la plus belle de France. Ouais, la plus belle de France. On est plein d'humilité. Ouais, ça. Mais non, mais c'est bien. Ouais. Après, je pense qu'on a plein qui revendiquent ça, mais c'est bien. En tout cas, ça doit vous ressembler. Donc, je disais le Bondy Blog. Alors, j'ai l'impression que c'est très connu, mais on va quand même réexpliquer un peu ce que c'est, présenter, notamment peut-être pour celles qui étaient trop jeunes en 2005. Je pense que dans les auditeurs de Mediarama, il doit y en avoir. Est-ce que tu peux nous raconter la genèse du Bondy Blog ? Oui. Alors moi aussi, j'étais un peu trop jeune en 2005 en réalité. Ouais, pas suivi, t'étais pas là au début de l'aventure. Non, je l'ai quand même suivi de loin. Le Bondy Blog, donc ça naît en novembre 2005, quelques semaines finalement après un événement tragique qui a marqué l'histoire des quartiers populaires, la mort de Ziad Benna et Bouna Traoré à Clichy-sous-Bois, suite à un contrôle de police et à une arrestation avec la police qui a été compliquée. En fait, le Bondy Blog naît dans les semaines qui suivent parce que suite à cet événement, les quartiers s'embrasent pendant 3 semaines. Il y a eu des révoltes. Il y a eu des révoltes, exactement, pendant 3 semaines. Tu utilises le mot révolte. Ouais, mais tu vois, j'ai travaillé. C'est bien. Parce qu'évidemment, on a parlé des émeutes, mais on va peut-être en parler dans cet épisode. Toi, je sais que c'est un terme que t'aimes pas, donc sciemment, je disais révolte. Mais voilà, on s'en souvient, les émeutes de banlieue en 2005, et vraiment qui sont enflammées. Exactement, c'est ça. Et donc, les quartiers s'enflamment, comme tu dis. Ça dure 3 semaines. Et pendant 3 semaines, les quartiers populaires, finalement, sont à l'ordre du jour des conférences de rédaction. Quand on allume la télé, on voit son quartier, on voit ou alors des quartiers qui nous ressemblent. Ça a été assez intense, finalement. Et en fait, en termes de représentation médiatique, ça a été très problématique. Et il y avait un sentiment de ne pas se reconnaître dans ce qu'on voyait à la télé. Et en fait, le Bondy Blog naît assez spontanément. Je crois qu'on va reparler après plus de modèles économiques et tout. Ouais, j'ai tendance à dire que le Bondy Blog n'est pas né avec un business plan, par exemple. Non, ouais, j'ai l'impression que c'était vraiment un blog. Et le terme blog, ça va être temporaire. C'est vraiment un blog. Et en fait, ça... Alors, l'histoire est un peu rocambolesque, entre guillemets. Ça fait très Parc Castor quand je raconte ça. Mais du coup, c'est Serge Michel, qui est journaliste suisse, au sein d'un magazine qui s'appelle L'Hebdo, et qui débarque à Bondy pour faire son travail de journaliste. Pour le compte de L'Hebdo en Suisse. Pour L'Hebdo en Suisse, pour exactement. Relater ce qui se passe. C'est ça. Et en fait, contrairement à pas mal de journalistes qui venaient 20 minutes, enfin j'abuse, mais qui venaient pas longtemps en tout cas, sur la journée, Serge fait tout l'inverse, c'est qu'en fait, il s'installe à Bondy. Et il prend le temps, en fait, de raconter ces quartiers-là, de rencontrer les gens, de créer un certain lien de confiance. On pourra en reparler d'ailleurs aussi de la confiance entre journalistes et habitants de quartiers populaires. C'est quelque chose qui se crée. Et en fait, Serge prend le temps et s'installe vraiment à Bondy. Donc, au sein du quartier Blanqui à Bondy, il connecte avec des acteurs de terrain, Mohamed Hamidi notamment. Qui est le cofondateur. Qui devient ensuite le rédacteur en chef, etc. Et en fait, il se passe que les révoltes durent 3 semaines. Donc, ça dure quand même longtemps. Et l'hebdo reste plusieurs mois. Donc, même après que ce soit calmé, etc., l'aventure continue. L'aventure continue. Et en fait, au départ, c'est publié, il me semble, sur l'hebdo, en fait, tout simplement. Et à un moment donné, on se rend compte qu'il y a tellement d'infos. En fait, une fois, je pense qu'on ouvre la vanne et qu'on crée cette confiance-là, il y a tellement de choses à dire que le volume est trop important et donc se crée naturellement un blog qui
qui s'appelle le Bondy Blog. Tout simplement, entre guillemets. Après, la logistique, finalement, dès le départ, elle est assez naturelle, mais pas si simple. C'est que ça demande quand même de l'organisation et tout. Et se crée une équipe de rédaction avec donc à la fois des journalistes qui veulent donner de la force au Bondy Blog, et puis en même temps, tout de suite avec des habitants qui veulent raconter quelque chose. Ils ne sont pas tous journalistes, mais par contre, ils veulent tous raconter quelque chose. Ils ont des trucs à raconter, ils se rapprochent de l'équipe, ils viennent. Et du coup, en mixant les deux, on a le Bondy Blog, et ça fait 18 ans que ça dure. Ouais, c'est ça, 2005, 18 ans. Donc à l'époque, tu l'as dit, il n'y avait pas de modèle économique, c'était peut-être même pas une société. C'en est une aujourd'hui, c'est une association. C'est une association toujours. C'est toujours une association. Ça naît sans modèle économique. On n'est pas en se disant on va créer un média, on va gagner de l'argent. On est parce que on est dans l'urgence. On est d'une urgence, on est d'une colère même finalement, je dirais, et d'une volonté profonde de rétablir une vérité, entre guillemets, sur ces quartiers populaires et redonner surtout de la légitimité et du crédit à ce qui se passait sur le terrain. Et donc, en termes qui peut être aussi des choses positives, c'est etc. ça. C'est pas... Oui, et vraiment, dès le départ, il y a ce truc où, en fait, nous, on n'est pas là pour raconter que du positif, mais pas non plus pour raconter que du négatif. On est là pour raconter... Rétablir un peu... la vraie vie. Ouais. Et la vraie vie, elle est ni que positive, ni que négative. Elle est dans... contrastée. Elle est contrastée. Quand on voit aujourd'hui les rubriques du Bondy Blog, on s'en rend bien compte, les sujets traités, etc. C'est que on peut avoir un portrait d'un entrepreneur de quartier qui a monté... Alors, quand on dit entrepreneur, on pense pas forcément aux jeunes entrepreneurs qui traversent la rue et trouvent du travail, mais à ceux qui vont monter des associations, mais aussi des entreprises, mais des entreprises dans l'économie sociale et solidaire, par exemple, etc. Enfin, voilà. Et puis, en même temps, on va parler effectivement de ce qui va parfois moins. Notamment, en ce moment, on est sur une grande page Actu Éducation. Dans l'éducation, autant dire que dans beaucoup de quartiers populaires et de rurales, ça se passe pas super bien. Non, donc il y a des choses à dire. Donc voilà, c'est raconter un peu tout ça. Et vous êtes combien aujourd'hui dans cette carte d'identité un peu du Bondy Blog? Combien de journalistes réguliers? Dans l'équipe, vous êtes combien de la Alors, en pratique ou en théorie? Non, on est que 3-4 salariés. On n'est pas tous à temps plein, donc c'est compliqué. Le comptage est compliqué. On est moi aujourd'hui, je suis salariée avec Elena Berkaoui, qui est rédactrice en chef, Margot Zwilka, qui est journaliste chargée d'éducation aux médias, et Coralie Chauvineau, qui nous a rejoint récemment en alternance journalisme. Donc ça, c'est l'équipe salariée. Ouais. Ensuite, on a une trentaine de contributeurs en fonction des périodes. Parfois, ils sont 20, parfois, ils sont 30, parfois, ils sont 40, parfois même beaucoup plus. Mais de blogueurs, ce qu'on a les blogueurs du Bondy Blog, qui sont contributeurs, qui viennent chaque mardi soir. On a nos conférences de rédaction qui sont ouvertes à tous. Pareil, on en reparlera peut-être après. Et qui, en fait, font partie de cette équipe, qui sont, pour certains, journalistes à côté, qui sont en école de journalisme, qui sont en études de journalisme. D'autres sont blogueurs et journalistes au Bondy Blog, mais pas journalistes dans la vraie vie. Et pour nous, cet équilibre-là entre les deux, il est hyper important parce que du coup, ça permet d'avoir cette vraie vie dont je parlais juste avant. Ouais. Et par contre, voilà, ce que je disais, c'est que tout le monde n'est pas journaliste en dehors, mais par contre, au Bondy Blog, on fait du journalisme. Au Bondy Blog, on n'a pas de service juridique par ailleurs, donc on a tout intérêt à bien faire du journalisme et voilà, respecter les règles déontologiques, les règles journalistiques qu'on connaît ici. Ouais. Et aller sur le terrain vérifier, c'était quelque chose d'un peu fort au début du Bondy Blog, c'est-à-dire que c'était des journalistes qui connaissaient le terrain. Oui. C'est toujours le cas? Vous êtes toujours sur le terrain? C'est toujours le cas. Le format du reportage est toujours le format le plus important pour nous. On est essentiellement sur le terrain, évidemment. Ouais. Évidemment, et c'est même le plus bel exercice parce que, du coup, le Bondy Blog, au-delà d'être un média, c'est une école. L'école du Bondy Blog est en toute humilité, c'est qu'on a formé aujourd'hui des centaines de journalistes qui sont dans d'autres rédactions, donc via la prépa notamment dont on parlera, mais aussi via la méthode Bondy Blog. C'est que tout le monde n'est pas passé. Moi, je suis pas forcément. Enfin, c'est très bien de passer par des écoles, mais on peut ne pas passer par des écoles et faire du journalisme en fait aujourd'hui. Donc encore aujourd'hui, j'ai envie de dire. Mais et du coup, ça en fait, c'est par le terrain et c'est par le faire en fait, et faire au Bondy Blog, ça fonctionne très bien. Donc c'est beaucoup d'accompagnement de la part des différents rédacteurs en chef, notamment qui sont passés par le Bondy Blog, des échanges de envoie-moi une V1 de ton papier, une V2, on va faire les questions ensemble, beaucoup d'accompagnement aussi sur le terrain. On fait des binômes, des trinômes. Oui, c'est quand même marrant en fait, ce fait qu'il y en a qui soient pas journalistes ou etc., qui n'ont pas forcément les méthodes, donc ça s'enrichit les uns au contact des autres.
Exactement, c'est ça. Bon, on reparlera effectivement de l'éducation parce que tu l'as dit, c'est un volet très important du Bondi Blog qui n'est pas qu'un média et donc on en parlera tout à l'heure. Pour poursuivre la carte d'identité, tu peux nous parler un peu de l'audience, de où vous êtes en termes de trafic. Est-ce que c'est principalement sur le site aujourd'hui que les gens vont lire ou voir le Bondi Blog ? Alors, non, c'est pas uniquement par le site. Au départ, oui. Le Bondi Blog a été le premier pure player français. Oui, on l'a pas dit, pardon, j'aurais pu le dire en intro. Non, t'inquiète, mais du coup, je reçois la directrice du plus ancien pure player média en France. C'est ça. Mais en fait, ouais, on a tout de suite pris finalement ce tournant digital, en fait, de par notre création déjà à la base. Donc après, très vite, on a été présent sur les réseaux sociaux. Ensuite, on a commencé à mettre en place des stratégies réseaux sociaux à partir de 2014-2015, je dirais. Et en fait, aujourd'hui, on a une audience sur les réseaux. Sur le site, j'avoue que j'ai même pas les chiffres là tout de suite en tête parce que c'est aussi parce que sachant qu'on n'a pas de pub sur notre site, etc., j'avoue qu'on regarde pas forcément les audiences du site. On les garde pas en tête. Pour toi, c'est pas le truc le plus important, c'est pas ce qui vous drive. Alors, dans l'absolu, je le comprends, mais ça change pas grand-chose à la vie du Bondi Blog, le trafic que tu as sur le site. Le trafic sur le site. C'est et même, pas ça qui, pour là, toi, j'allais parler des réseaux sociaux parce que c'était ma casquette avant le Bondi Blog. Pour le coup, les chiffres réseaux sociaux, je les ai en tête. Mais pour nous, évidemment que c'est pas le plus important. C'est qu'un article, finalement, qui a pas fonctionné sur les réseaux sociaux, ça fait pas de lui un mauvais article. Et c'est valable d'ailleurs pour tout coup journalistique. Mais nous, du coup, sur les réseaux, pour reprendre le fil de ce que je disais, on a pas mal de monde aujourd'hui. On a environ 60 000 personnes sur Twitter. J'ai refusé de dire X, on est sur Twitter encore. Tu fais partie de ceux qui... On a perdu notre certification à cause d'Elon Musk. On ne va pas l'acheter. T'as pas voulu payer ? Non, par principe, on va pas payer une certification. Non, parce qu'il y a trop de gens bizarres qui ont payé leur certification. Et du coup... C'est un des trucs qu'on reprochait, effectivement, c'est que tout le monde pouvait le faire et en fait, des gens en ont profité. Et en fait, comme t'es un peu avantagé, il y a un côté un peu bizarre de se dire qu'il suffit de payer quelques dollars pour être mis en avant dans les feeds des gens. C'est ça. Et comme on est pauvre, non, je rigole, on en parlera après. Tu pourras quand même payer. Attention, les gens vont penser que le Bondi Blog est riche et a plein d'argent. Non, justement. Mais du coup, voilà. Donc, sur les réseaux sociaux, on a une audience qui est quand même sympa. Enfin, voilà, ça se passe plutôt bien. Nos contenus tournent plutôt bien, notamment sur Instagram, sur Twitter, même sur Facebook. Facebook, ça a été notre premier réseau. Et en fait, en termes de local, Facebook, c'est encore un impact très important. Ça reste très puissant, évidemment. On aime bien se moquer de Facebook qui fête ses 20 ans d'ailleurs cette année. Tu vois, 2 ans de plus seulement que Bondi Blog. Mais ça reste hyper puissant, évidemment. Ça reste hyper puissant. Pour les communautés, pour les groupes. On est aussi sur YouTube, on a été sur Snapchat un temps, on espère y revenir à un moment donné. Et qui lit le Bondi Blog ? Est-ce que tu as une idée un peu de socio-démo de votre audience ? Alors, qui lit le Bondi Blog ? Vraiment, l'audience, elle est hyper large. On a beaucoup été lus d'abord par des journalistes, par les habitants des quartiers populaires, évidemment, par pendant un bout de temps, notre audience, elle était plus trentenaire, 35 ans, 40 ans. Mais là, c'est beaucoup plus rajeuni, notamment via les réseaux sociaux, avec Djalal Khalioui, qui a été rédacteur en chef 2-3 ans au Bondi Blog, on a pris un certain tournant vidéo à un moment donné et digital, je pense, qui a permis de rajeunir beaucoup la cible. Et qui marche bien sur les réseaux sociaux, format, etc. Donc, on a monté une verticale aussi à un moment donné qui s'appelait Scroll, qui était à destination des 18-25. Donc, en fait, tout ça cumulé a fait que l'audience est beaucoup plus jeune. Ouais, c'est ça. Donc, on a une audience qui est assez large, mais très jeune. Je sais que pour beaucoup de confrères, on est le média qui parle aux jeunes et ça nous va très bien. Ouais. Mais on parle aussi parfois aux vieux, notamment via Facebook. Et ça me va aussi. Évidemment, parce que les messages sont aussi importants, mais si tu les dis pas de la même façon. Tu l'as rapidement évoqué, vous êtes pauvre, quand tu dis. C'est quoi, plus sérieusement, le modèle économique du Bondi Blog ? Alors du coup, oui, c'est qu'à un moment donné, effectivement, je disais tout à l'heure, on n'est pas né avec un business plan, mais à un moment donné, il faut bien se poser la question si on veut salarier du monde, si on veut payer les gens, parce que par contre, les gens sont payés au Bondi Blog, donc ce qui n'est pas le cas dans tous les médias. Non, pardon. Mais du coup, voilà. Donc en fait, le modèle économique aujourd'hui, c'est on reçoit une subvention publique. Parfois, tout dépend des projets. On a 3 pôles. J'ai tendance à dire qu'on a 3 pôles, mais comme on est 3, c'est assez drôle. On a le pôle média, finalement, pôle éducation aux médias et le pôle production. Et le pôle production, par exemple, a été monté dans le but de monter des partenariats qui nous ressemblent.
avec des organisations qui nous ressemblent. Donc, on travaille notamment avec les domaines de la culture et des sports. Donc, je pense à un partenariat qu'on a avec la MC 93, la Maison de la Culture du 93, Théâtre à Bobigny, avec une association qui s'appelle Golden Blocks, qui a été fondée par Ladji Doucouré, ancien athlète et champion du monde. Ouais, j'ai vu sur Instagram et avec qui on fait pas mal de choses. Là, récemment, avec l'école Courtrage, mais notamment, on prépare un documentaire. Enfin, voilà, on a des partenaires qui sont très différents, mais qui, à chaque fois, l'idée, c'est de se dire, OK, l'idée, c'est de faire des choses ensemble, de créer du contenu ensemble, mais est-ce que, naturellement, ce contenu se retrouverait dans notre ligne éditoriale? Oui, non. Ouais. Et si on tend plus vers le non, c'est que c'est pas une bonne idée de travailler ensemble. Tu dois trop tordre la ligne, et donc vous y allez pas. Et donc, l'idée, c'est de créer les conditions et d'avoir les moyens de créer du contenu, quali, qui convient à tout le monde. Donc, on a, aujourd'hui, le modèle économique, il est un peu, il est dans cet entre-deux-là, entre subvention et partenariat. Et sur l'éducation aux médias, on gagne pas d'argent avec l'éducation aux médias, mais par contre, ça permet effectivement de déployer des projets qui sont très chouettes, qui sont très cool, avec des classes ou avec des associations, des centres sociaux. Et c'est un pôle qui grandit de plus en plus aussi au Bondy Blog. Pas d'appel aux dons, pas de mécénat? Alors ça, on a lancé le membership il y a quelques années au Bondy Blog. C'est quelque chose qu'on devrait relancer, ceci est un teaser, dans les mois à venir, mais c'est nouveau. C'est nouveau. En fait, pendant longtemps, on n'a pas fonctionné sans dons et sans mécénat, non, mais sans appel aux dons, sans nos lecteurs. Finalement, c'était gratuit. Vraiment, des gens juste lisez. Ouais. Lisez, regardez, profitez. Et en fait, on a des lecteurs le membership, il s'est aussi monté parce qu'on a des lecteurs qui nous disaient, mais moi, je suis prêt à payer un peu, même si c'est gratuit. On est abonné un abonnement de soutien. Exactement. On aime bien ce que vous faites, on veut vous soutenir, comment vous soutenir. Et donc, au départ, on voulait pas et on a reçu, mais j'avoue, pour l'anecdote, c'est assez drôle, on a reçu des cadeaux qui sont géniaux. On a reçu une machine à café, on a reçu une voiture au Bondy Blog, un lecteur qui nous disait, mais si, pour vos reportages, c'est trop cool. On a reçu un carton de Madeleine, de Monsieur Madeleine, s'il passe par là. C'est mignon. Ça a été le premier membre du Bondy Blog. Donc ouais, non, c'est mignon. Et donc après, on a créé ce modèle-là. Mais en fait, après, le sujet, c'est que pour suivre une campagne, par exemple, en fait, il faut quelqu'un qui s'en occupe. C'est toujours le problème. Il faut des ressources RH, il faut du monde. Et avoir du monde, ça coûte de l'argent. Donc on est dans un cercle vicieux qui est un peu complexe. Et tu peux pas avoir des bénévoles qui viendraient, alors c'est peut-être pas évident et les gens sont peut-être pas prompts à faire du bénévolat comme ça. On s'est déjà renseigné sur, par exemple, par exemple, au sein de, ça se demande toujours, évidemment, mais c'est toujours un peu délicat. On s'était renseigné après sur du mécénat de compétences, par exemple, etc. Ça prend du temps, mais ça prend aussi du temps de regarder tout ça. Ça peut être une option, effectivement. Écoute, on va parler un peu maintenant de l'héritage du Bondy Blog. On l'a dit, lancement en 2005 après la mort de Ziad et Bouna. Donc le premier pure player qui parle des banlieues et donc donne une voix à ceux qui y vivent. Est-ce que vous avez aujourd'hui la même ligne éditoriale qu'à l'époque, ou est-ce qu'elle a bougé avec le temps, 18 ans plus tard? Non, moi je pense qu'on a la même ligne. En tout cas, on s'efforce de la garder parce que pour nous, c'est hyper important de rester dans cet ADN-là. Après, évidemment que les formats bougent parce que en 18 ans, il se passe des choses. Donc, on va faire, voilà ce que je disais tout à l'heure en termes de format. On garde le reportage, par exemple, beaucoup, mais le reportage peut prendre d'autres formes. Il va être parfois plus vidéo, audio, etc., etc. Mais ça reste le format de prédilection, quand même. Ça reste le format de prédilection. L'écrit reste le format de prédilection aussi. Donc, non, je pense qu'en termes de ligne éditoriale, on est resté sur cette base-là parce que vraiment, c'est notre rôle, finalement, de raconter les quartiers populaires, de donner la parole à ceux qui ne l'ont pas. Et c'est pas juste une formule, c'est qu'en fait, si on le fait pas nous, finalement, il y a peu de gens qui le font. Il y a peu d'autres médias qui le font. Je dis peu parce que maintenant, je pense que on nous pose souvent la question, voilà, depuis 2005, finalement, qu'est-ce qui a changé ? Ça a un petit peu bougé, mais c'est pas... Tu penses que le regard de la presse d'information, généralement, n'a pas vraiment changé sur la couverture médiatique des banlieues? Là, en 2023, on a pu faire... c'est une année où on a parlé des banlieues, tu vois. Assez intéressant, c'est ça. Sûr. Ça a été hyper violent de rallumer la télé, finalement. Moi, je sais que je regarde beaucoup moins la télévision. Et donc, en juin dernier, après la mort de Nahel Merzouk à Nanterre, on est rentré dans une séquence... alors, je dis ça parce qu'il y a un frère un jour qui m'a dit on est dans une séquence médiatique des quartiers populaires. Et c'est terrible, mais à la fois, techniquement, c'était ça. Ouais. Et en fait,
Moi, je pense qu'il y a un vrai sujet au niveau de la représentation médiatique à la télévision notamment et de l'image télévisuelle qu'on a des quartiers populaires. Finalement, on a des images que de feux, de voitures brûlées et tout. Et en fait, nous, on s'est amusé avec plein de guillemets. Si vous écoutez l'interview, vous voyez pas les guillemets, du coup, on les dit. En fait, à faire le comparatif entre les images de 2005 et les images de 2023. C'est pareil, voire sur certains plateaux. Le traitement médiatique, tu veux dire, c'est exactement la même chose, les mêmes images qu'on voit, etc. Ça peut... En termes d'images, en termes de commentaires, en termes d'angles, en termes de manière de qualifier les choses, de raconter les choses, la criminalisation des victimes, etc., etc. En fait, on est sur des procédés qui... En tout cas, cette mise en parallèle, c'était horrible à faire parce qu'en fait, on se rend compte qu'effectivement, ça n'a pas bougé. Ça n'a pas changé, on entend. Pour contraster un petit peu ce que je viens de dire, ça a peut-être un peu changé au niveau d'autres médias, disons des médias écrits, d'autres médias qui se sont créés avec le développement d'Internet. On a plein de médias qui sont Voilà, qui sont effectivement, lancés. je voulais te demander, les médias, alors moi j'avais vu Street Press ou Mediapart qui couvrent aussi ces histoires de violences policières, et probablement inspiré par le Bondi Blog, je sais pas, est-ce qu'il y en a d'autres aujourd'hui Je sais pas, mais oui, il y en a d'autres. Je pense évidemment à Banlieusards Nouveau, à Get Up, qui est un pôle média, à Plume Banlieue. Enfin, il y a plein de médias. Bastamag, Orpérif. Enfin, vraiment, il y a plein de médias qui sont lancés et qui fait des choses très cool. Mais en fait, le sujet, c'est que on s'en rend bien compte. C'est que face à des gros groupes qui ont plein d'argent et qui ont surtout une audience qui est dingo, évidemment que je parle du groupe Bolloré, par exemple, mais il y en a d'autres, en fait, qui, du coup, prennent toute cette place. Et on parle souvent de la petite dame dans sa campagne qui regarde la télé. Est-ce qu'elle lit le Bondi Blog? Je sais pas. Je crois pas. Est-ce qu'elle est sur Instagram? Je sais même pas si elle est sur Facebook, cette vieille dame. Donc, en fait, tu vois, c'est le sujet, c'est que du coup, la représentation, en termes de représentation, la seule représentation à laquelle elle a accès, elle n'est pas bonne. Elle n'est pas bonne, et du coup, ça donne ce miroir déformant où on n'est pas dans la même vie, quoi, finalement. Ouais. Et c'est pas frustrant quelque part de faire ce constat qu'au final ça a pas changé, et peut-être même qu'on vient vous chercher, vous mettre en avant que quand il y a des séquences comme ça, parce que le but c'était aussi de montrer un peu tout ce qu'il y a de positif. Est-ce que ça, les gens en parlent, ils ont envie d'en parler, des choses qui se passent bien, des belles images, etc. Enfin, tu vois, mon point, c'est est-ce qu'il y a la carte, on va chercher le Bondi Blog, dès qu'il y a un peu de violence policière et de problèmes en banlieue, on va chercher le Bondi Blog. Clairement, pendant 10 jours de la Prenelle, c'était hyper compliqué, on était hyper sollicité, etc. Et après, d'un autre côté, se pose la question à chaque fois du coup, est-ce qu'il faut y aller ou pas? Mais d'un autre côté, si on n'y va pas, on a vu certains plateaux qu'on a refusés, on s'est dit, oula, ok, donc c'était ça la carte joker finalement. Enfin, donc, ouais, non, c'est compliqué d'être dans ces séquences médiatiques dont on se parle. Moi, je trouve qu'elles sont hyper dangereuses, finalement. Mais là, c'est une donnée. Enfin, ça se passe comme ça. Donc après, on fait avec, finalement, et après, on le décortique. Maintenant, voilà, nous, oui, effectivement, on vient nous chercher sur ces séquences-là. Maintenant, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce que c'est raconter aussi, du coup, envoyer des sujets positifs? Moi, je pense pas que ce soit du positif ou du négatif, mais juste raconter la norme, en fait. Et dans certains médias, je pense que ça peut changer, et ça change notamment en changeant la sociologie des journalistes, en changeant qui fait l'info, parce que forcément, on n'a pas forcément les mêmes idées. Et là, je pense à un confrère qui est passé par le Bondi Blog, qu'on connaît bien et qu'on salue, Mohamed Mezrahi, qui est aujourd'hui journaliste à France Info TV, et qui, par exemple, je donne un exemple très bête, mais il a neigé il y a quelques semaines en France. On voit très bien les duplex de journalistes qui nous expliquent qu'il neige et que la France est bloquée. Voilà. Et en fait, Mohamed a fait un duplex depuis le T1. Et je trouve ça génial, juste de se dire, on va parler de Bobigny et de Bondy et de Noisy-le-Sec ou Gennevilliers. Sur un sujet anodin et enfin, basique. Et en fait, c'est aussi comme ça qu'on change la représentation des quartiers. Ça, c'est intéressant, effectivement. C'est l'inclure dans une normalité. Et voilà, pourquoi est-ce qu'on finalement, quand je sais pas, on va parler de l'inflation, pourquoi on va pas au marché de Sandy plutôt que d'aller au marché d'Aligre? Enfin, c'est aussi ça, finalement, changer cette représentation, c'est par, finalement, inviter la banlieue quand juste on parle de choses normales et pas l'inviter quand on parle de choses dramatiques ou Est-ce qu'il faudrait pas, à la manière tu sais, sur de l'écologie, la charte du climat qu'il y a eu, etc., une charte, je sais pas, de représentation en se disant, voilà, on va... Je sais pas s'il y a eu des sujets comme ça, mais ça pourrait être intéressant. Après, moi, je suis pas trop pour contraindre. Je pense que ce que tu commençais à esquisser et qu'on va là évoquer, c'est plus intelligent que ça vienne, je pense, de l'intérieur, des journalistes, eux, un peu les former, puis aller
disséminer un peu ces journalistes qui sont passés chez vous dans les nous, rédactions? concrètement, c'est ce qui se passe. C'est qu'on dit souvent que le Bondy Blog, c'est un tremplin. Le but, c'est pas forcément d'y rester. Et je dis ça alors que, bref, je suis arrivée un peu longtemps au Bondy Blog, mais il faut bien qu'il y en ait des permanents quand même qui portent. Oui, qui restent. Mais après, enfin voilà, l'idée c'est après d'aller dans d'autres rédactions et que ce soit une porte d'entrée pour aller ailleurs et porter finalement cette voix-là ailleurs et faire son métier en fait, surtout ailleurs. Ouais. Mais oui, ça passe aussi évidemment par tout ça, parce que je pense qu'à un moment donné, quand on voit certains sujets, on se dit mais personne leur a dit que c'était problématique. Et c'est ça le problème. Ouais, voilà, c'est que personne ils ne le font même pas forcément sciemment. C'est ça, c'est que personne ne voit le problème. On se dit qu'on va aller faire un reportage problématique et on voit pas le problème. Et c'est un problème. Et donc voilà, donc vous avez toujours votre utilité. On va parler un petit peu justement de volet éducation aux médias. Ça fait quelques années maintenant que vous proposez des interventions dans les écoles. Je sais pas quand est-ce que ça s'est mis en place, pareil, ce programme. En fait, ça s'est mis en place assez naturellement. C'est que limite, le Bondy Blog, déjà, dans son existence en soi, on fait de l'éducation aux médias. C'est que du fait que tout le monde ne soit pas journaliste, mais qu'on forme indirectement ou directement même au journalisme, déjà, c'est une forme d'éducation aux médias. Et ensuite, assez naturellement, on était invités dans des classes à partager nos expériences et tout. Donc, ça a commencé surtout comme ça. Ça s'est intensifié pour toutes les personnes qui font de l'éducation aux médias. On a vu un avant-après, finalement, avec les attentats en 2015. Ouais. Et toute cette déconstruction de certaines fake news, etc. Donc, on a été pas mal sollicités à ce moment-là par des scolaires. Et ensuite, ouais, ça a été on a été pas mal sollicités à ce moment-là. Et depuis, Et là, vous l'avez organisé maintenant? Qu'est-ce que vous faites concrètement? On a, très concrètement, déjà, ouais, ça a été organisé dans le sens où, comme je vous le disais tout à l'heure, on est peu de salariés, mais on a une personne qui est chargée de ça. Et après, on travaille avec une équipe, évidemment, de Free qui est géniale et qui nous permet de mettre en place tous ces cycles. En fait, soit on travaille sur de la sensibilisation, finalement, c'est des ateliers assez courts, 2 heures, une demi-journée, une journée, où là, pour le coup, on est sur, finalement, c'est quoi notre métier? Le but, à chaque fois, c'est rencontrer un journaliste, pouvoir poser des questions, la fabrique de l'info, concrètement, comment ça se passe, etc. Ouais. Mais nous, les cycles qu'on aime le plus et qu'on fait le plus, en fait, aujourd'hui, c'est des cycles de production où l'idée, c'est de créer un podcast, de créer un journal, de créer une émission télé, radio, vidéo, enfin, de créer quelque chose, parce que on part du principe que c'est aussi tout le but de l'éducation populaire, finalement, par le faire, et c'est aussi tellement dans l'ADN. En fil rouge, ça permet de faire passer plein de messages, et puis en fil rouge, de produire quelque chose. De produire quelque chose, et puis c'est vraiment dans l'ADN du Bondy Blog, c'est qu'en fait, venir juste pour raconter nos vies, c'est pas toujours le plus intéressant, même si on aime bien faire ça aussi. Mais du coup, voilà, donc dans ce qu'on fait, finalement, c'est ça, c'est lancer des cycles de production. Donc, par exemple, je pense à Gennevilliers, dans lequel on travaille pas mal. On a relancé, par exemple, le journal d'un quartier, le quartier du Luth, le journal du Luth. Donc, il y a une équipe de jeunes qui est volontaire et qui s'est déterminée à raconter son quartier. Donc, mais pas un numéro, c'est-à-dire qu'ils le font... Non, ouais, c'est un journal qui est régulier. Il y en a plusieurs par maison de quartier. C'est porté par une maison de quartier. Et nous, en fait, on agit en rédaction en chef, finalement. Ouais, c'est qu'on fait des conférences de rédaction et puis on choisit les sujets, etc. C'est Margot qui a porté ça pendant un bout de temps. Donc, je pense à ça. Je pense à des cycles là, à Drancy, récemment, on a fait un cycle avec un lycée pro qui a travaillé sur une vidéo, notamment autour des transports en commun, une de mes passions. Voilà, enfin, des sujets de prédilection. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Enfin, il y a plein de cycles, en fait, où l'idée, à la fin, c'est vraiment de produire quelque chose et qu'il y a un résultat final. Golden Blocks, avec qui on travaille maintenant sur un documentaire. Donc là, on va travailler pareil avec des jeunes de la Golden Blocks Academy. Mais l'année dernière, par exemple, on a produit 2 émissions radio avec eux où, c'était la question du sport et des quartiers populaires. Et derrière, l'idée, c'était de créer des reportages, monter une émission, donc avoir des interviews, etc., etc. Et donc, en fait, ce que je veux dire par là, c'est que le produit final, il nous permet d'arriver de travailler en fait sur toute la construction de l'info et c'est trop cool. Ouais, c'est pas mal. Et il y a des thématiques, donc là c'est sport, tu disais GBA, mais il y a des thématiques particulières que vous privilégiez. C'est quoi généralement même les préoccupations des élèves dans les classes que vous voyez?
En fait, ouais, c'est ça, c'est que les thématiques, elles émanent souvent d'eux, ou alors ça vient des profs. Alors, du coup, nous, on a 2 types de publics, finalement. Soit c'est des publics scolaires, sinon c'est des publics qu'on rencontre, je sais pas, dans des associations, des centres sociaux, des maisons de quartier, etc. Et en fait, ça dépend. C'est que parfois, on a des profs qui viennent nous voir en nous disant, voilà, ça, dans le cadre du programme, là, on va travailler sur leur histoire migratoire. Donc, l'idée, c'est d'aller vers les pousser à raconter cette histoire, par exemple. Et donc, on monte un projet autour de ça. Et sinon, on arrive souvent avec une thématique et après, les sujets viennent d'eux. Donc, en fait, sur les sujets, on est souvent sur du récit de soi. Assez naturellement, en fait, là, on s'en rend compte aussi, c'est rare qu'un cycle se passe, notamment là, cette année, sans qu'on parle de violence policière. Ouais. Donc, parce que c'est des sujets, en fait, qui les touchent, qui les concernent. Donc nous, on part vraiment de ça. Et l'idée, après, derrière, c'est d'aller raconter des choses autour de ça. C'est aussi, souvent, c'est sur des récits de quartier. Donc, en fait, ils veulent mettre en lumière leur quartier. Donc, dans l'émission, on peut à la fois avoir, je sais pas, une maman engagée, un rappeur du quartier, quelqu'un qui a lancé une technologie incroyable avec une application. Je repense à quelqu'un à Bobigny qui nous avait raconté ça. Enfin, voilà, c'est des sujets, des histoires qui sont très différentes, comme la réalité des quartiers, finalement. Ouais. Mais l'idée, à chaque fois, c'est vraiment que ça vienne d'eux. Donc nous, on est là pour accompagner. Leurs médias. Vous apportez un peu la méthodo, l'expérience et un peu les challenger sur tout ça. Il y a de ça, et il y a aussi toute l'importance finalement de casser en fait la bulle journalistique, et ça c'est le cas du Bondy Blog en général. Le journalisme, c'est un milieu qui est hyper fermé finalement, et nous, ce qu'on tente de faire le plus, c'est de l'ouvrir au maximum. Donc par exemple, on a nos conférences de rédaction chaque mardi qui sont ouvertes à tous, littéralement, la porte est ouverte. Là, les gens peuvent venir, qui nous écoutent, peuvent venir le mardi soir. Il faut nous envoyer un petit mail avant, histoire qu'on s'organise et qu'on sache un peu qui est autour de la table. Mais bien sûr, ouais, c'est ouvert à tous. On organise des masterclass aussi qui sont ouvertes à tous. Et l'idée, c'est de casser un peu cette barrière qui... Oui, cette distance qu'il peut y avoir. Qui est un peu étrange, en fait. Et puis qui se traduit dans les sondages aujourd'hui, avec les gens qui n'ont plus confiance non plus dans les médias, etc. Et je pense que ouvrir les salles de rédaction, les conférences de rédaction, c'est une bonne étape. Exactement. Je pense. C'est ça. Donc, nous, en tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire au maximum. Je voulais sensibiliser un peu sur les sujets fake news, IA, etc., qui sont des sujets un peu importants, notamment en plus dans la confiance, tu vois, puisque plus t'as de fake news, etc., c'est des sujets qui les intéressent, qui les entendent. On a pas mal... Enfin, là, c'est un peu... Notamment chez les jeunes, tu vois, je trouve que c'est vraiment important de les sensibiliser à ça. Chez les jeunes et chez les plus âgés, en réalité, les fake news... touche tout le monde. Ouais, touche tout le monde et se propage pas mal dans les boucles WhatsApp notamment. Ouais, beaucoup. Donc bon, mais oui, c'est des choses dont on parle. Donc nous, on a beaucoup été sollicités sur les questions de fake news, notamment au début, disons. Enfin voilà, toute la période 2015 et tout, c'était très axé fake news. On était beaucoup appelés, disons, pour parler de ça. Ça nous arrive encore, évidemment, et on en parle parce que c'est un sujet. Mais après, plutôt que d'arriver en disant attention, l'idée, c'est aussi de se dire, en fait, tout le monde a un téléphone aujourd'hui dans la main, et comment bien utiliser finalement ces réseaux sociaux. En réalité, Snapchat, TikTok et tout, ça peut être aussi des super leviers pour raconter des histoires. Ouais. Donc finalement, c'est aussi, encore une fois, en faisant qu'on essaye de déconstruire un peu tout ça. Et évidemment que par contre, voilà, il y a le attention, il est un peu plus distillé, un peu plus subtil, mais il est là. Dans la fabrique de l'information. Il est là. Il peut être là. Il peut être là. Une autre priorité pour le Bondy Blog, c'est la formation de jeunes journalistes issus des quartiers populaires. Et vous avez un partenariat notamment avec l'ESJ Lille. Tu peux nous en dire plus ? Oui, alors en fait, on a lancé une prépa, c'était Nordine Abili, à l'époque, qui était directeur, qui a lancé cette prépa avec l'ESJ Lille. En fait, qui est une des meilleures écoles de journalisme de France. De France, tout à fait. Vraiment, au Bondy Blog, tout à l'heure, je parlais de la notion de tremplin et du fait qu'en fait, il est hyper important de changer la sociologie des rédactions. Ouais. Et moi, par exemple, je ne suis pas passée par une école. Elena Berkaou, qui est la rédactrice en chef, n'est pas passée par une école. On est convaincus qu'on peut ne pas passer par des écoles et faire du journalisme, c'est OK. Tant que, par contre, on connaît la raison d'être de nos médias. Ou un peu de j'imagine un peu de mentoring. Oui, en tout cas, j'ai suivi deux études par ailleurs où j'ai fait après du Bondy Blog, et le Bondy Blog a été une école. Bref, OK. Mais en fait, le truc, c'est qu'à côté de ça, il y a une fois qu'on dit ça,
super, mais par contre, il y a des gens qui veulent passer par des écoles, et passer par une école, c'est compliqué. Dans le sens où l'accès aux écoles de journalisme est hyper complexe. Aujourd'hui encore, il y a des prépas qui existent, on n'est pas les seuls, je pense à La Chance notamment, qui essayent de démocratiser cet accès-là, mais c'est un accès qui coûte de l'argent déjà, c'est un accès où on demande une certaine culture générale que t'as pas spontanément, dans le sens où la culture générale de quelqu'un qui est issu d'une classe CSP+, n'est pas la culture générale de quelqu'un issu de quartier populaire, par exemple. Et surtout, au-delà de tout, c'est que c'est des milieux qui sont très fermés. C'est qu'en réalité, dans beaucoup d'écoles du supérieur, qui ne sont pas que des écoles de journalisme, c'est des écoles qui sont réservées à une certaine élite. Donc, dans le but de changer en fait cette sociologie, cette prépa a été créée, qui est donc destinée uniquement aux élèves boursiers, et pour donc les accompagner. Ils sont accompagnés pendant 1 an, c'est gratuit évidemment, et ils sont accompagnés pendant 1 an pour préparer les écoles, pour ficher l'actu, ils sont en semaine intensive en ce moment à Bondy, justement. Au moment où on se parle. Ils sont où, pardon? Ils sont à Bondy. Ils sont à Bondy, dans vos locaux? Ils sont à Bondy. Alors, entre nos locaux, on va parler de nos locaux après si vous voulez, mais qui sont trop petits maintenant. Donc, en fait, là, on bricole un peu, on bloque d'autres lieux, et on a plusieurs, voilà. On a plusieurs sites, c'est la version... la version champagne du Bondy Blog. Exactement. Mais voilà, donc, mais ils sont en ce moment avec nous. Et donc, là, ils sont sur une semaine où ils sont toute la semaine ensemble. Ils font pas mal de visites d'autres médias. Ils rencontrent des journalistes. Hier, ils ont fait des oraux blancs où ils se sont fait cuisiner toute la journée sur, leurs projets, l'actu, etc. Tu participes, toi, à ça? Tu y étais? Ouais, j'y étais hier. Elena Verkaoui a fait les oraux. C'est toujours des moments qui sont hyper importants. Donc, en fait, ouais, toute l'année, ils ont plusieurs semaines intensives dans l'année, mais sinon ils sont un peu partout en France, donc ils suivent leurs études en parallèle, et la prépa se passe en télétransmission. Ouais. Okay. Donc voilà, ça se passe. C'est une prépa qui a un super beau taux de réussite, qui va bien, et qui forme des bons journalistes, des bons journalistes aujourd'hui, avec les bons principes du Bondy Blog pour aller un peu porter la bonne. C'est ça. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Ouais. On fête les 15 ans de la prépa cette année. D'accord. Ouais, on est sur une année anniversaire entre les 18 ans du bébé et les 15 ans de la prépa. Elle fête ses 15 ans cette année. Effectivement, en 15 ans, il y a eu tellement des centaines de journalistes. Rachel Berthoud, qui porte la prépa notamment, a une mémoire incroyable, et tous les noms de chaque promo. Donc, elle serait plus précise que moi. Elle pourrait nous faire la liste de tous les journalistes qui sont passés par là, qui sont maintenant dans des rédactions mainstream quelque part. Mainstream, des rédactions qui nous ressemblent même pas parfois, d'ailleurs, mais c'est ça qui est chouette. Mais qui ont fait leur chemin, et qui racontent des choses. Donc c'est cool. On a des anciens de la prépa qui reviennent pour ensuite rendre l'ascenseur finalement. Ouais. Et je pense à Majid Kiet, qui est cette année le parrain de la prépa, et qui donne beaucoup de son temps aujourd'hui pour donner des conseils, qui était là hier, qui les a reçus avant-hier à France Télé. Il est journaliste aujourd'hui à France Télé. Voilà, donc... il y a des beaux succès. Et il y a un groupe, quelque part, de tous ces anciens qui sont passés par la prépa, parce que ça doit faire, en 15 ans, ça doit faire un réseau fort, quand même. En 15 ans, 30 personnes par an, effectivement, ça fait du monde. En fait, ils sont connectés, effectivement, mais là, ils vont surtout tous se revoir, du coup, il y a un événement qui va être prévu pour les 15 ans. Donc, ils vont tous se revoir à ce moment-là. Et surtout, c'est après, que ce soit au Bondy Blog ou à la prépa, en fait, effectivement, c'est un réseau qu'on crée, auquel on n'a pas forcément accès par ailleurs, parce que le réseau, c'est quelque chose de très important quand on est journaliste, notamment parce que c'est quelque chose que dénonce pas mal l'AJAR, l'association des journalistes racisés, qui s'est créée cette année. C'est une association c'est une association qui lutte pour justement plus de présence de journalistes racisés dans les médias, exactement. Ouais. Et qui l'a dénoncé dès le départ. Et effectivement, c'est un vrai sujet, c'est qu'en fait, les offres de journalisme ne sont pas toujours publiques, et donc tourne finalement dans une certaine bulle, et si on n'a pas accès à cette bulle, finalement on n'a pas accès aux offres, et on n'a pas accès aux postes. Donc du coup, il y a finalement une solidarité évidemment entre les journalistes après là du Bondy Blog, de la prépa. Enfin voilà, tu me demandais s'ils étaient connectés. Évidemment qu'après, quand on peut se créer son réseau, on le crée immédiatement. Ouais, carrément.
Écoute, c'est chouette là, justement les 15 ans, etc., qu'ils ont profité un petit peu. Ça nous rajeunit pas, comme on dit. Non, exactement. Ça y est, je suis vraiment vieille. Ouais, tu vois, le bébé à 18 ans, parce qu'effectivement, c'est le petit diminutif. Ça fait déjà un beau bébé à 18 ans. Ah là, ça y est, on a changé notre logo. On avait des lettres en minuscules, elles sont passées en majuscules. Vous êtes à l'âge adulte. Parce qu'on est à l'âge adulte, exactement. Voilà, c'est la majorité. Écoute, Sarah, on a fait le tour des questions du Bondy Blog. Est-ce qu'il y a autre chose que du Bondy Blog que je t'ai pas posé et que tu aurais aimé mettre en avant? Aborder non, je pense qu'on a parlé de pas mal de choses. Non, à part dire aux gens de lire le Bondy Blog et de soutenir la presse indépendante de manière générale. Exactement. Et s'ils passent par Bondy le mardi soir. Exactement, ils peuvent passer en conférence de rédaction. Exactement, c'est ça. La dernière question qui est le gimmick de Mediarama, du podcast, est-ce que tu as un truc cool à nous partager? En vrai, depuis tout à l'heure, j'y réfléchis parce que tu m'en as parlé un peu avant. Je trouve, il y a tellement de trucs cool que j'ai envie de partager, mais ça, lisez le Bondy Blog et suivez-nous sur les réseaux sociaux, il y en a plein. Mais c'est important et les gens vont le faire, c'est déjà cool. Mais en vrai, un truc cool, et ça va peut-être faire rire les gens qui me connaissent, mais moi, je parlais de Mohamed tout à l'heure sur le T1, j'invite les gens à prendre le T1. C'est grave un truc cool. Voilà, c'est improbable, c'est un tram qui fait Noisy-le-Sec, Gennevilliers, et c'est improbable comme conseil et comme sortie. Oui, c'est clair. C'est pas celle à laquelle tu vas penser dans les TripAdvisor, etc. Prendre le T1. Dans les recommandations de touristes pour venir à Paris pour les JO. Ouais. Franchement, je les invite à prendre le T1. Non, parce que c'est une expérience en soi, et c'est un bon moyen de se remettre en question dans la vie. Mais en termes de rencontres, voilà, c'était l'office du tourisme du 93. Voilà, qui parle. Voilà, faites une sortie en T1. Une fois n'est pas coutume, on l'avait évoqué là juste avant l'épisode. Enfin, on l'a pas évoqué dans l'épisode, mais moi le truc cool et qui était vraiment, j'aurais dû en parler, mais qui rebondissait, c'est ce qu'on disait à la campagne de pub de Hitch. On aurait pu l'évoquer tout à l'heure. Donc, qui est une entreprise de VTC reconnue pour ses courses en banlieue, qui ont fait une campagne de pub pour lutter en fait contre les biais qu'il y a dans l'IA générative de Midjourney, qui est donc un des grands moteurs d'IA générative d'images, où quand on tape une requête avec le mot banlieue, on a tout de suite une représentation négative. Et leurs exemples qu'ils donnent sont vraiment assez effarants. C'est genre un mariage en France, on a un mariage cliché, beau, etc. Un mariage en banlieue, tout est dégradé. Pareil pour les écoles. Et donc, Hitch a fait une grande campagne de pub avec BETC pour faire des milliers d'images, de photos de banlieue positives pris par les gens en banlieue. Et ça s'appelle Greetings from la banlieue. Ils ont envoyé ça en carte postale aux 11 ingénieurs pour leur dire, voilà, attention, il y a peut-être des biais dans ce que vous faites, etc. Tout ça pour dire que voilà, les biais sont importants parce que, et on se le disait, c'est un peu logique, c'est que l'IA se nourrit de ce qu'elle voit aussi dans les médias. Donc, ça a une espèce d'entraînement. De cercle vicieux. Mais alors que, franchement, on avait un peu d'espoir. Tu vois l'IA, tu dis, bon, nouvelle technologie, au moins là, on va avoir une représentation qui va nous ressembler. Même quand on rêve un peu, non, ça marche pas. Mais sauf que c'est fait par 11 ingénieurs qui sont un peu blancs pour la plupart. Je connais pas les 11 profils, mais on voit bien tous ces biais, souvent des hommes, etc. Donc, en fait, si de base, tu fais pas attention à ces biais-là, tu vas te retrouver sur des IA qui sont... Il faut que notre tremplin Bondy Blog aille jusqu'à l'autre côté de l'Atlantique, en fait. Exactement. Pour envoyer des gens aussi Exactement. En Californie, dans la Silicon Valley, pour être là où ça se passe sur les IA, pour qu'il y ait une meilleure représentation. En tout cas, Hitch en effet, et donc très belle campagne de pub. Je mettrai un lien. Greetings from la banlieue. Et je trouve que c'est un peu ce que vous faites aussi, vous, essayez d'envoyer des cartes postales dans le monde, en tout cas, pour dire que la banlieue, c'est pas que des voitures qui brûlent. Non, c'est cool aussi. Franchement, je reprends ce que je disais, faut prendre le thé. Faut prendre le T1. Voilà, ce sera le résumé, le teaser de l'épisode. Merci beaucoup, Sarah, pour ton temps, ta bonne humeur et puis pour ce combat, en tout cas, ce parcours au Bondy Blog. Bon anniversaire de 18 ans et en avance des 20 ans et pour les 15 ans de la prépa. Ça fait plein de choses à fêter, plein de beaux projets. Exactement, c'est ça. Merci beaucoup. Merci à vous pour l'invitation. Merci. Et à bientôt. À bientôt et merci à toutes et à tous d'avoir écouté cet épisode et je vous dis à bientôt. Salut. Voilà, Mediarama s'achève. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le liker et le partager. Et puis, si vous souhaitez être accompagné par notre agence Cosa Vostra, contactez-moi par mail mediarama@cosavostra.com. Portez-vous bien.